les musées peuvent vraiment renforcer et être des agents actifs de ce vivre ensemble qui est au cœur de toutes nos réflexions et de toutes nos discussions actuellement. Et tout particulièrement, bien sûr, j'aimerais vous parler de ce musée-là, le Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, dont Madame Rochat vous a dit plusieurs mots. C'est un musée exceptionnel à tout égard. Plus je ne vois et plus suisse que ça, c'est difficile, puisqu'il exprime vraiment cet esprit profondément ancré dans l'ADN de Genève et de notre pays, qui est celui de la Croix-Rouge. Et il se trouve au cœur de la Genève internationale, qui le rend en soi aussi tout à fait intéressant et particulier pour les plus de 160 000 visiteurs qui viennent nous voir en temps normaux. Quand il y a une pandémie, c'est autre chose, mais justement, je vais vous en parler. Et je commence par cette image-là parce que justement, non, justement, on pense beaucoup, ou du moins on pense souvent à un musée comme un lieu dans lequel on se rend. Et c'est pas faux, bien sûr, c'est très juste. On y voit pour découvrir des collections. Au Musée international de la Croix-Rouge, nous conservons une collection tout à fait exceptionnelle de plus de 30 000 objets. À vrai dire, il y en a certainement plus parce qu'on est encore en train de découvrir des pans importants de notre collection. Des objets qui sont de tout ordre, qui peuvent être à la fois des œuvres d'art, des archives, des objets de nature plus anthropologique, et ce sont des objets qui ensemble constituent un patrimoine vraiment unique au cœur de Genève, et un patrimoine qui est le socle, le fondement de notre activité, et qu'on se réjouit de partager avec notre public. Un lieu, bien sûr, où on va découvrir des expositions. Je vous ai mis quelques images ici de l'exposition qu'on vient de démonter, qui était une exposition consacrée à notre collection d'affiches. Plus de 11 000 affiches qui vous font voyager dans l'histoire de 1870 à nos jours à travers les campagnes de la Croix-Rouge, des sociétés nationales de la Croix-Rouge dans le monde entier. Une exposition initiée et montée par mon prédécesseur avec panache, et dont on a été très fiers de pouvoir la présenter maintenant, à ce moment précis de l'histoire, et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Et bien sûr, un musée en tant que lieu dans lequel on va vivre une expérience, parce que on achète son billet d'entrée, on s'attend à vivre une expérience forte, à la fois intellectuelle et émotionnelle, une expérience qui est amenée et construite à travers nos activités. Bien sûr, on a tout un tas d'activités, de conférences, d'ateliers, de médiation, nos publications évidemment, et aussi, comme le mentionnait la présidente, notre exposition permanente qui ressemble à ça. Voilà, une exposition permanente extrêmement prenante, des collections étonnantes et des expositions fortes qui se trouvent toutes ici, dans ce lieu, au siège même du CICR à Genève. Là-bas, chaque jour, mon équipe et moi, nous affirmons avec conviction et beaucoup de fierté que le musée est un lieu de mémoire, un lieu de création et un lieu de débat autour des valeurs, de l'histoire et des enjeux de l'action humanitaire à travers le monde. Donc cette vision-là que j'amène au musée et qui m'est très chère, quelque part, elle va bien au-delà de cette colline qui est derrière moi et de ce bâtiment dans lequel on peut voir des choses fantastiques. Et elle va bien au-delà de cette colline parce que mon fils me fait un signe d'aller plus vite. Parce qu'on parle d'action humanitaire.
Alors, l'action humanitaire, pour beaucoup de personnes qui ne sont pas professionnels du secteur ou qui n'en bénéficient pas directement ou qui vivent dans d'autres contrées, eh bien, ça ressemble à ça. C'est-à-dire, c'est soit quelque chose qu'on voit à la télé, quelque chose dont on entend parler, dont on s'intéresse à travers nos journaux, nos écrans, nos téléphones portables, la télévision. C'est bien entendu un des premiers vecteurs de transmission de l'information autour de l'action humanitaire, les médias. Et les médias, étonnamment, et c'est un peu la question que je me pose, c'est qu'ils présentent une certaine vision de l'action humanitaire qui peut nourrir cette croyance chez les gens que ça se passe très loin, en fait. Ça se passe ailleurs, ça se passe là où il y a la guerre. Il n'y a pas la guerre à Genève, ça se passe là où il y a des choses terribles, ça se passe là où il y a des forêts qui brûlent en Australie. Bref, c'est un ailleurs qu'en plus on peut éteindre. On peut éteindre son téléphone portable, on peut éteindre sa télévision, on peut replier son journal. C'est pas vrai, c'est pas faux, c'est juste un état de fait, mais ça m'intrigue beaucoup. Et de l'autre côté, pour beaucoup de Genevois ou de personnes qui gravitent autour de cette Genève internationale, l'action humanitaire, ça peut ressembler à ça, c'est-à-dire des conférences qui souvent n'ont pas lieu en français, qui ont lieu dans des centres de congrès fermés. Pour rentrer, il faut un badge. On ne comprend pas trop de quoi il s'agit, et en fin de compte, tout ça peut sembler très distant. Donc il y a cette double distance, une distance auprès du tissu et du réseau régional, local, national, mais aussi cette distance qui peut être nourrie par les médias à laquelle j'ai voulu m'interroger, enfin du coup j'ai voulu l'aborder frontalement. Et c'était un peu toute l'histoire que j'ai commencé à raconter avec mes collègues il y a exactement un an, quand j'ai pris mes fonctions. Et avec eux, j'ai cherché à comprendre comment on pourrait ramener la conversation moins de la représentation et de l'actualité aux valeurs et aux principes qui fondent l'action humanitaire. Parce que ces principes-là, eh bien, ce sont exactement les mêmes que vous soyez à Genève ou à Alep. Ce sont les mêmes choses qui vous poussent à peut-être chercher le bien-être de l'autre et mettre un terme aux souffrances humaines là où vous les voyez. Et c'est aussi quelque chose qui, depuis la pandémie, a complètement changé la donne, parce que ce qu'on applaudissait tous à 21h sur le balcon tous les jours, c'était bien le principe d'humanité, qui est le principe fondateur du mouvement international de la Croix-Rouge. Donc, comment passer d'une représentation qu'on nous donne à voir à une conversation et un étonnement sur les valeurs, et du coup, passer de quelque chose qui peut sembler distant à quelque chose, en fin de compte, qui est en nous, et l'autre, dont on parle beaucoup et qu'on voit à travers les écrans, eh bien, c'est nous. Donc, c'était un peu désarçonnant pour mes collègues au début, je vous le cache pas, mais ensemble, on a beaucoup réfléchi, et rapidement, j'ai cherché une opportunité pour pas utiliser que des mots, pas seulement raconter des histoires, mais aussi montrer ce que ça veut dire que d'incarner cette vision, de lui donner corps, et surtout montrer quel impact ça pouvait avoir. Et rapidement, en décembre, j'ai identifié une opportunité assez importante, qui était celle de la 33e conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Donc, c'est une conférence qui a lieu tous les 4 ans, qui réunit tous les acteurs du mouvement, soit le CICR, la Fédération internationale, toutes les sociétés nationales et tous les États membres et partis au traité de droit humanitaire international, les fameuses conventions de Genève. Et toutes ces personnes se réunissent, donc plus de 2500 délégués, qui ensemble, tous les 4 ans, débattent des grandes priorités de l'action humanitaire mondiale. Alors moi, je suis arrivé au musée, j'ai fait « Waouh !» Quelle extraordinaire opportunité, d'autant plus que ça se passe dans le même quartier, juste à côté de la colline, au CICG, le centre de conférence de Genève. Et je me suis dit, bon, ben, il faut qu'on fasse quelque chose, qu'est-ce que vous faites d'habitude? Et là, je me suis rendu compte que voilà, il y avait tout un terrain à explorer et toute une manière de créer des liens et de permettre peut-être des synergies avec ce moment essentiel des relations internationales et du monde international, où on débat de choses et de préoccupations et de questions dont on débat tous les jours dans d'autres cercles aussi. Parce que la Genève internationale n'a pas l'apanage des questions du monde. On se pose aussi plein de questions chaque jour dans plein de familles, partout, et chacun, on s'interroge sur qu'est-ce que ça va être cet avenir qu'on cherche à réinventer tous ensemble maintenant.
Donc la grande question pour moi, c'était de se dire, ok, il y a cette conférence internationale qui est un peu en vase clos, et c'est normal. Qu'est-ce que j'en ai fait des congrès moi-même, où on arrive avec un avion la veille, on va directement dans son hôtel. Évidemment, on n'a pas fini son PowerPoint, donc on continue de travailler. Le lendemain matin, on est criblé de rendez-vous, et puis ça aurait été chouette de visiter Toronto, Sydney, Le Cap ou New York, mais on n'a pas eu le temps, et puis on rentre en avion. Et de l'autre côté, tous ces jeunes voix qui ne sont pas forcément conscients qu'il y a de telles discussions et de telles conversations qui ont lieu à Genève, tous ces Suisses également. Ça ne fait pas forcément le cœur du 1930 ou le cœur des médias, mais je me suis dit qu'on ne pouvait pas en rester là. Donc l'idée était très simple, et c'est une manière très concrète pour moi d'illustrer auprès de vous ma vision. C'était de se dire comment créer une conversation entre cette Genève-là, locale, familiale, de tous les jours, et la Genève internationale, diplomatique, qui vient, qui part, et qui est dans un autre monde. Eh bien, l'idée, c'était simple, c'était d'aller au département de l'instruction publique à Genève, de me présenter, j'étais le nouveau venu, et de leur dire, voilà, pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas le patrimoine du Musée international de la Croix-Rouge, soit nos affiches dont je parlais avant, pourquoi ne pas en imprimer des cartes postales, et des cartes postales qu'on distribuerait à 2500 élèves des écoles publiques genevoises, âgés de 8 à 14 ans, et qu'on inviterait chacun à écrire un mot aux participants de la conférence internationale pour leur dire leur point de vue sur l'état du monde, faire part de leurs craintes, de leurs envies, de leur enthousiasme, quelque chose qu'il faut changer, un message personnel écrit à la main, qu'on a récolté et qu'on a mis dans chacun des sacs de bienvenue des 2500 participants à la conférence. Et là, on a eu des messages extraordinaires, comme celui que vous voyez en haut à droite. Je souhaiterais que le monde soit guéri. C'est un message très simple, mais quand vous êtes chef d'État, quand vous êtes Premier ministre, quand vous êtes ambassadeur et que vous arrivez dans une conférence internationale et qu'un petit enfant issu de l'immigration, âgé de 8 ans de l'école publique genevoise, vous dit voilà, ça compte pour moi, eh bien ça a un certain impact. Et le moment le plus incroyable pour moi, c'était le 9 décembre, quand j'étais assis comme vous dans la salle, et c'était la cérémonie d'ouverture de la grande conférence, le moment où tous les États arrivent avec leurs délégations, plus de 2000 personnes dans la salle, et là arrive sur scène Peter Maurer, le président du CICR, et Peter Maurer prend la parole et dit « Mesdames et messieurs, vos excellences, bonsoir, bienvenue à la 33e conférence internationale. Je suis très honoré de vous accueillir à Genève, et je ne suis pas seul à le faire. Je le fais avec 2500 élèves des écoles genevoises qui nous disent que pour elles, c'est important qu'on arrête la guerre, qu'on arrête la famine, qu'on arrête les maladies. Et c'est notre responsabilité en tant que dirigeants de nous élever au niveau de leurs attentes, et il faut qu'on se mette au travail. » Et ça, c'est un musée pour moi. C'est exactement là que j'ai envie d'être. C'est-à-dire ce lien entre différentes communautés qui ne sont pas forcément amenées à se rencontrer, mais lorsqu'elles se rencontrent à travers un élément signifiant qui, dans ce cas, est le patrimoine de notre institution, eh bien, il y a des choses magiques qui se passent. Et des deux côtés, il y a vraiment eu un impact. Suite à la soirée, j'ai écrit un email à Peter Maurer. Peut-être que j'aurais dû le relire avant de l'envoyer, parce que c'était une déclaration d'amour. Et je lui ai dit merci infiniment d'avoir pris le temps, parce que en faisant référence au message que tu as reçu, tu accrédites auprès de ces enfants le fait que leur voix compte. Et je pense que là, on a énormément de place à prendre en tant que musée et en tant qu'institution culturelle, de se dire qu'on n'est jamais juste un lieu en haut d'une colline, on est d'abord et avant tout un agent actif, un catalyseur d'un écosystème social, économique et culturel beaucoup, beaucoup plus large. Et qu'à la fin de la journée, notre job, c'est bien sûr de faire des expositions, c'est bien sûr de prendre soin de collections, c'est bien sûr de donner des expériences à vivre extraordinaires, mais c'est surtout de favoriser le vivre ensemble. Alors, ça, c'est une date dont je me souviendrai toute ma vie. Je pense vous aussi, ouais. Donc, j'étais bien lancé, 9 décembre, belle fin d'année. On avait beaucoup travaillé avec l'équipe et avec le conseil de fondation, que je remercie encore. On avait
boucler la stratégie 2019-2023, on avait eu ce moment important de la conférence internationale, le début d'année avait bien commencé, et il y avait cette discussion qui voilà, n'avançait pas trop depuis des mois, qui m'honorait absolument et me faisait rêver, où les collègues du CICR me disaient « mais ce serait vraiment important que tu ailles sur le terrain ». Faudrait que tu comprennes un peu qu'est-ce que ça représente in situ. J'ai pas du tout honte de dire que j'étais pas allé sur le terrain avant de prendre mes fonctions. Et donc le 12 mars, là, j'étais dans un avion à côté d'un monsieur, Yves Dacor, ancien directeur général du CICR, et nous revenions d'un pays que j'ai découvert, qui est le Rwanda. Et au Rwanda, où j'ai eu la chance d'aller en mission d'observation, l'immense chance d'accompagner une personne comme Yves Dacor pour comprendre le travail sur le terrain du CICR, comprendre quels sont les enjeux complexes dans une situation comme celle du Rwanda. J'ai énormément appris. J'ai énormément appris en observant, en interagissant avec d'autres professionnels Rwanda. Et je ne vous cache pas que bien sûr, pendant les 5 jours où j'étais sur place, on en parlait du virus. Mais ce n'était pas la seule conversation. On arrivait encore à parler d'autres choses et c'était un peu comme un orage qu'on voyait au loin et qui grondait, mais dont on se disait qu'il n'allait pas venir sur nous ou qu'on avait encore le temps de se mettre à l'abri. Et puis ensuite, en rentrant dans l'avion, le 12 mars, j'ai beaucoup réfléchi au fait qu'on était en plein dedans et que, évidemment, l'orage allait nous arriver droit dessus, qu'on était exactement dans la ligne de mire et qu'on y était déjà en fin de compte, parce que nous, on subissait déjà de nombreux impacts des problèmes internationaux qui étaient en train de se mettre en place. Donc je me suis dit, en atterrissant à l'aéroport, après plusieurs heures de réflexion, qu'il fallait absolument vite communiquer avec notre public, avec nos visiteurs, pour leur expliquer quelle était notre position. Qu'est-ce que nous, en tant que musée, on était en train de faire, comment on allait vivre ça. Et d'autant plus que, voilà, je savais que ça allait venir, j'en avais l'intuition. Et j'ai fait ce choix, à ce moment-là, avec mes collègues, d'y voir 2 opportunités. Tout d'abord, l'opportunité de repenser notre activité. C'est vrai, il y avait déjà beaucoup de collègues autour de nous du secteur culturel qui étaient en train de fermer, d'annuler leurs festivals, leurs pièces de théâtre, leurs représentations. Du coup, je me suis dit, bon, il faut vraiment que j'explique cette idée que le musée n'est pas qu'un lieu, que c'est un point de vue sur du contenu, qu'on va être agile, qu'on va faire rayonner notre savoir et qu'on va être là auprès de nos visiteurs. Surtout qu'on va leur être utile, qu'on va les accompagner. Je ne savais pas encore comment, mais je savais que c'était la ligne que je voulais tenir. Et la deuxième grande décision, c'était d'être solidaire. D'être solidaire avec d'autres acteurs de la culture. On l'avait déjà été, le FIFDH, dont vous avez eu le président ici, je crois, il y a quelques semaines. Le Festival international des films du droit de l'homme avait dû annuler son édition. Par solidarité, nous, au Musée international de la Croix-Rouge, nous avons de facto retweeté, reposté, republié l'ensemble de leur contenu pour être une caisse de résonance à cette institution. Et je me disais que dans la solidarité, il y aurait quelque chose qui nous aiderait. Et troisièmement, je réfléchissais aussi beaucoup à quelque chose que j'avais observé en Australie et qui grandissait un peu dans ces conversations du milieu muséal international. C'est que de plus en plus, dans différentes situations, les musées peuvent devenir des lieux de ralliement. À Canberra, par exemple, je recevais des emails de collègues qui me disaient ben, nous, pendant les feux de forêt, on est plein, en fait. On est plein parce qu'on est le seul endroit dans la ville où on peut respirer un air acceptable. Et donc, le musée devient un point de ralliement. Donc, je n'avais pas encore la réponse, mais j'avais l'intuition de me dire en quoi et comment nous pouvons être un point de ralliement ici, alors que cet orage, ce tsunami va nous arriver dessus, et quelle est la plus-value d'un musée dont on savait évidemment qu'il allait devoir fermer. Donc, je ne vous cache pas que la fermeture a été un choc pour mon équipe, pour moi, pour le conseil de fondation, pour nos visiteurs, pour tout le monde. Et comme n'importe quel secteur d'activité, nous avons été lourdement impactés. On a dû prendre des décisions très vite. Et merci encore au conseil d'avoir été si agile et avoir fait preuve d'un soutien absolu.
pour moi, c'était clair qu'on n'allait pas baisser les bras. Et mon mot d'ordre, c'était vraiment de dire on va éviter la double peine. Et la double peine, ça aurait été d'une part de recevoir le tsunami en plein visage et d'être contraint à fermer, mais d'autre part de n'avoir rien à dire et rien à montrer parce que nous étions fermés. Ça, c'était absolument impossible. Aussi, un autre mot d'ordre, c'était d'embrasser pleinement la crise. De ne pas faire comme si on allait juste attendre que ça passe, mais de la mettre au centre et de se dire, tant bien que mal, on va essayer de surfer cette vague plutôt d'être écrasé par elle, et qu'on va surtout éviter ce qui pour moi aurait été de l'ordre de l'imposteur, c'est-à-dire de rouvrir l'institution un jour comme si de rien n'était, comme si le monde n'avait pas changé, comme si l'ensemble de l'activité humanitaire qui est profondément remise en question par cette crise mondiale était comme avant. Ça, c'était absolument impossible. Donc 3 idées clés nous guidaient. On ne savait pas encore ce qu'on allait faire ce jour-là du 14 mars, mais on savait qu'on voulait être innovant. Donc on n'allait pas faire du copier-coller de choses déjà faites, qu'on n'allait pas donner à voir des choses que les visiteurs ne pourraient pas faire, genre des visites virtuelles de l'exposition permanente ou des visites virtuelles de l'exposition temporaire. Certains le font très bien, mais ce n'était pas my cup of tea, parce que ça, le voir sur Internet, c'est mieux de le voir en vrai, quoi. Donc il fallait qu'on fasse du contenu digital, parce qu'évidemment on allait envahir le web, mais faire du contenu digital natif, c'est-à-dire qui n'existe que là, et qui serait un contrepoint, ou du moins un complément à la visite même du musée. Deuxième idée, je l'ai déjà dit, la solidarité. La solidarité déjà au sein de l'équipe du musée, mais aussi envers nos visiteurs, se demander de quoi ils ont besoin et qu'est-ce que nous on peut faire. Et puis troisièmement, une solidarité auprès de notre réseau professionnel, parce qu'évidemment on est loin d'être le seul musée à Genève ou le seul acteur culturel, et nous vivions tous la même situation. Donc comment se tenir les coudes et comment traverser ça ensemble. Et troisième concept clé pour moi, c'était la pertinence, c'est-à-dire produire du contenu qui a un sens, qui est utile, qui est impactant maintenant, à ce moment T qu'on est en train de vivre au sein de ce maelstrom et de ce bouleversement. Donc voilà, des nuits un peu courtes, beaucoup de brainstorming avec mon équipe, beaucoup de discussions avec ma femme aussi, beaucoup d'échanges. Et le 18 mars, un WhatsApp que j'ai envoyé, un groupe qui était déjà constitué. En février, nous avions eu la chance, très belle opportunité offerte par la ville de Genève et Genève Tourisme, d'aller promouvoir Genève en tant que destination culturelle à Paris, à Madrid et à Londres en l'espace de quelques jours. Une magnifique aventure qui m'a permis, je les avais déjà rencontrés, mais de vraiment nouer des liens avec tous ces autres directeurs de musées, d'opéras, de festivals. On a passé 3 jours forts ensemble, on était dans un bel esprit d'équipe. On avait donc constitué ce groupe WhatsApp pour facilement communiquer. Et le 18 mars, après plusieurs semaines, on ne s'était pas entretenu, on n'avait pas communiqué ensemble. Je leur envoie ce message en leur disant pourquoi pas imaginer que chacun d'entre nous publions une vidéo de 59 secondes, parce que c'est ce qui passe sur Instagram, une vidéo de 59 secondes où quelqu'un d'une institution, pas forcément le directeur, il n'y a pas toujours besoin d'écouter le directeur, quelqu'un qui partage avec passion un élément clé des collections, du programme, du festival, de l'institution en particulier, et qu'ensuite, de manière solidaire, chacun d'entre nous retweetions, repartagions, repostions, recommuniquions l'ensemble de l'opération, parce qu'à la fin de la journée, si les visiteurs ne peuvent pas venir chez nous, nous, on peut aller chez eux. Et en l'espace de 3 jours, dans ma cuisine, on a fait cette vidéo-là, que je vous laisse découvrir.
ailleurs, ceux qui savent lire ont un degré d'attention différent. Ils ne sont pas perturbés dans leur lecture par d'autres messages qui viennent de la radio ou de multiples écrans. Tout nous sépare de cet été 1870, mais deux choses sont exactement les mêmes. Il y a 150 ans comme aujourd'hui, les affiches sont d'extraordinaires moyens de communication. Et il y a 150 ans comme aujourd'hui, c'est la solidarité qui nous fait avancer. Prenez soin de vous. Voilà, ça dure 59 secondes, il y a à peu près 500 prises avant d'arriver à ça. Un immense merci à ma femme qui, elle, avait 10 000 choses à faire pour sa carrière comme moi. Et vous comprendrez maintenant pourquoi nos DVD de Harry Potter sont rayés, puisque les enfants étaient enfermés dans une pièce en train de regarder pour la 500e fois aussi Harry Potter. Donc voilà, cette vidéo, on l'a faite, le concept en 3 jours, la vidéo en quelques heures. Et ensuite, je l'ai partagé avec les membres du réseau en leur disant voilà, on pourrait essayer de faire des trucs comme ça. Genève Tourisme nous a soutenus pour faire un editing et intégrer l'image, des trucs qu'on ne sait jamais faire sur le moment. Et le 23 mars, on l'a diffusé en ligne. J'en ai parlé à quelques contacts journalistes et le soir même, il s'est passé ça. Une chose ne disparaîtra jamais, c'est l'art, sous toutes ses formes, sur tous les vecteurs. À Genève, une quinzaine de musées, théâtres et festivals permettent au public de découvrir en ligne une partie de leur collection. Tamara Nunkanovic et Laurent Bourkhalter. Fermé, mais présent plus que jamais aux côtés du public. Le musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le musée Barbier-Muller, le Grand Théâtre de Genève et une dizaine d'autres institutions culturelles du canton s'invitent dans votre salon. Leur défi, raconter en 1 minute l'une de leurs œuvres en ligne et via les réseaux sociaux. Exemple, cette affiche de la future Croix-Rouge française, un appel au don pour aider les blessés en pleine guerre franco-prusse. Pas très visuel. En 1870, pas possible d'y mettre de l'image, la photographie n'a que 30 ans. Mais peut-être que ce n'est pas grave, car le temps n'est pas le même. Les gens se déplacent à pied ou à cheval, ce n'est pas comme si ils apercevaient rapidement cette affiche en passant en voiture. Pascal Hufschmidt, l'initiateur du projet, en est persuadé. Un musée n'est pas qu'un lieu, mais un forum où l'histoire et des histoires sont racontées. Vivre ensemble, garder le lien, se sentir connectés les uns aux autres, c'est pas quelque chose qui s'arrête malgré la pandémie. Et je pense que nous, acteurs culturels, on a un rôle majeur à jouer dans ce moment. Le projet est soutenu par Genève Tourisme et la ville de Genève. Ça remplace pas une vraie expérience vitale, mais quand même c'est une manière d'amener la culture chez les gens et peut-être de contribuer un peu à leur faire changer les idées, parce qu'on est tous évidemment très occupés par cette crise, mais de temps en temps de se permettre une petite pause mentale, seul ou ensemble, en famille ou avec des proches, c'est salutaire. Et pour les enfants, il y aura aussi bientôt des livres de coloriage basés sur les anciennes affiches du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, des campagnes d'hygiène lors des pandémies passées, afin de rappeler aussi que d'autres avant nous sont passés par là. On en parlait tout à l'heure, on vient de l'apprendre, le Conseil d'État valaisan ne va pas confiner la station valaisanne de Verbier en l'explosion des cas de coronavirus et des décisions. Voilà, donc évidemment, tout revient toujours au Valais, dont je suis un membre, d'ailleurs je suis valaisan moi-même, donc je suis très fier d'être ici. Donc le 1930, c'est une manière de montrer deux choses. D'une part, qu'on peut parler différemment de l'actualité, ça c'était un des grands objectifs, c'est-à-dire d'amener à parler de cette pandémie, mais à travers un autre prisme, de manière différente. Et d'autre part, c'est qu'ensemble, on est plus fort. J'ai pas envie de voler ce slogan à des politiciens américains d'une autre époque, mais c'est vrai qu'en fin de compte, à plusieurs, on était beaucoup plus convaincants et on était beaucoup plus forts et visibles qu'on ne l'aurait jamais été nous seuls, Musée international de la Croix-Rouge. Et ce dont je suis très fier dans cette opération, c'est que ça a tiré tout le monde vers le haut. Et qu'on s'est mis à rêver, et qu'on s'est dit, si on a réussi à faire ça, peut-être qu'on peut aller plus loin. Et on en a beaucoup parlé à Genève Tourisme, et puis on est allé très loin en effet. Je vais remonter jusqu'ici. Non, j'arrive pas à faire partir la vidéo. Je ne sais pas si vous arrivez.
Alors j'ai dû apprendre très vite le chinois. Voilà, on peut s'arrêter là. Et parce qu'en effet, Genève Tourisme a identifié un intérêt de rester connecté avec l'ensemble de ces marchés et a donc soutenu la traduction et la production de l'ensemble de cette opération sur les marchés chinois avec tout ce qu'il fallait. Et c'était assez extraordinaire de se dire qu'en quelques jours, on était passé d'une cuisine à la Chine. Et au final, vous voyez aussi tous les collègues des différents musées, des jardins botaniques, de Art Genève, de la Fondation Bord, enfin tous étaient là et on a produit ensemble une trentaine de vidéos. Donc ça, c'était une première grande opération que j'avais aussi imaginée de manière cadencée pour qu'il y ait 3 vidéos par semaine, donc lundi, mercredi, vendredi, et qu'il y ait des rendez-vous. Et je savais donc que ça allait nous donner une visibilité d'au moins quelques semaines, mais que ça n'allait pas suffire. Et que si là, on était en train de parler du réseau de Genève, il fallait maintenant aussi faire quelque chose de spécifique au Musée international de la Croix-Rouge. Et c'est là où j'en reviens toujours à notre patrimoine, à notre ADN, à qui on est. Et retour à ces affiches extraordinaires parce que, comme le dit le sujet du 1930, elles nous enseignent aussi que d'autres sont passés avant nous à travers ces grandes pandémies qui s'en sont relevées et qu'on peut aussi beaucoup apprendre d'une affiche de 1920 qui a été pensée pour être visible dans les écoles de Tokyo où elle était très attirante à un jeune public avec ses couleurs très vives, avec ses habits occidentaux et qu'elle enseignait, elle rappelait des gestes barrières qui font toute l'actualité pour nous aujourd'hui, et ça, il y a quasiment 100 ans. Donc l'idée là, c'était de faire une sélection de différentes affiches qu'on allait adapter en carnet à coloriage, qu'on allait mettre gratuitement sur notre site internet tous les mercredis, et qu'on allait donner un rendez-vous aux familles pour qu'elles puissent télécharger l'affiche, proposer cette activité aux enfants, qui puissent se mettre à colorier ces affiches, et par ailleurs accompagner cette affiche d'une dizaine de questions ouvertes qui permettent à l'enfant et aux parents d'engager une conversation sur la pandémie et facilitent l'enfant dans sa mise en parole de ce qu'il est en train de vivre et accompagnent le parent dans la difficulté parfois de parler de l'actualité et de la crise. Donc des questions du type qu'est-ce qu'elle est en train de faire cette petite fille? Pourquoi est-ce que tu penses qu'elle met un mouchoir sur son nez? Est-ce qu'aujourd'hui on te demande de faire autre chose? Que penses-tu se trouve ici écrit en japonais, etc., etc. Et on l'a fait pendant 6 semaines. Donc là, c'était un rendez-vous régulier. C'était une manière à nouveau de dire aux enfants qu'ils ont un mot à dire et que peut-être qu'il y a un peu de vécu là-dedans aussi, mais il faut se rappeler le contexte. On était tous enfermés chez nous. Il fallait à la fois faire l'école à la maison, faire le télétravail, s'occuper de toute la vie familiale. Et c'était pas forcément évident de toujours trouver des choses intelligentes à faire, autre que, évidemment, regarder Harry Potter. Donc, ce sont des affiches et une opération qui a eu un fort impact médiatique aussi dans d'autres réseaux. On avait aussi proposé aux visiteurs, à notre public, de nous envoyer des dessins. Ça, on n'en a pas reçu, à ma surprise, mais c'est là où on voit toujours les limites des bonnes idées. On se dit, ouais, évidemment, on va recevoir des milliers de dessins, puis en fait, pas du tout. Mais une chose que je n'ai pas vu venir, dans l'autre sens, c'est que toujours dans cette idée d'être utile en tant que musée à la communauté, je me suis dit tout d'un coup, en fin de compte, si nous, on a ce besoin à Genève de trouver quelque chose à faire d'intelligent avec nos enfants, évidemment, on a ce besoin partout dans le monde. Et ce partout dans le monde en langage Croix-Rouge, ça s'appelle 192 Sociétés nationales, qu'on a contacté. On avait profité de la conférence en décembre pour nouer différents liens. On s'est rapidement mis à traduire ces contenus et au fur et à mesure, on a contacté différentes Croix-Rouges dans le monde en leur disant, voilà, nous on a fait ça, est-ce que c'est utile pour vos communautés? Tout est disponible, on vous accompagne volontiers dans le formatage de l'information et si vous le souhaitez, vous pouvez partager ça à l'ensemble des personnes qui vous suivent. Et du coup, la Croix-Rouge américaine l'a pris en main, mais d'un point de vue auquel moi je n'avais pas pensé, mais qui était évident, c'était celui de la pause mentale. Et il dit très clairement ici, looking for a mental health break with your family. Eh bien, pourquoi pas faire ces dessins de coloriage pour avoir un moment à vous, un moment de pause. Un tweet comme ça de la Croix-Rouge américaine, c'est 5,3 millions de followers.
La Croix-Rouge espagnole l'a aussi pris en main à partir du moment où on l'a traduit en espagnol. Et si la Croix-Rouge espagnole le prend en main, alors l'ensemble des Croix-Rouges hispanophones le prennent en main aussi, c'est-à-dire l'Amérique du Sud évidemment. Et puis ensuite là, vous avez aussi un autre point de vue qui est celui de la Croix-Rouge britannique qui, elle, l'a associé à sa campagne pour les 150 ans de la Croix-Rouge britannique qui tournait autour d'un slogan « The Power of Kindness ». Et comment, en effet, on peut, à travers ce genre d'activité, renouer avec les choses qui constituent notre fameux vivre ensemble. Donc, cette deuxième grande opération qui continue, enfin, elle est toujours là disponible. On va peut-être la développer encore plus avec le DIP à Genève. Puis, ben voilà, moi je viens de la photographie, c'est un peu ma passion. Et évidemment, j'allais voir ce que je pouvais faire avec des photographes. Et on a lancé un peu comme un pied de nez de se dire qu'en pleine période de crise, en pleine pandémie, malgré un budget qu'il fallait complètement réinventer et énormément d'incertitudes, eh bien, on allait sortir une exposition. On allait sortir une exposition qui parle de l'actualité. Et c'est l'exposition Covid-19 et nous, par Magnum Photo et vous. Et toute l'idée de ce projet est née, encore une fois, sur WhatsApp, avec une ancienne collègue et amie, Pauline Vermar, qui est maintenant directrice de Magnum New York, avec qui je travaillais quand j'étais à la Fondation Henri Cartier-Bresson. Et Pauline, à qui j'ai partagé au fait ce qu'on était en train de faire. Voilà, on se demandait de nos nouvelles. Je dis, ben, moi je suis en train de bosser sur ça. Et puis, comme je dis simplement, on se bat. Et là, Pauline, dans toute sa grandeur, et c'est pour ça que je l'aime tellement, m'a dit, ben voilà, nous on veut bien se battre avec vous, et nos photographes dans le monde entier sont en train de faire des choses extraordinaires. Donc là est très vite né un projet qui tournait autour d'une idée très très simple, c'est que on est tous légitimes de parler de la pandémie, qui qu'on soit et où qu'on soit, parce que c'est une expérience commune, mais qui est vécue de manière extrêmement différente selon l'âge qu'on a, la situation familiale qu'on a, où on est dans le monde, etc. Et mettre ça en contenu muséal, pour moi, ça prendrait les formes d'une exposition dans lesquelles on allait proposer aux visiteurs une multiplicité de points de vue, de photographes très prestigieux dans le monde entier, qui eux aussi étaient confinés, qui eux-mêmes, vous connaissez l'agence Magnum, c'est l'agence de toutes les guerres, de toutes les grandes fractures de l'histoire. Eh bien non, ils ne pouvaient pas bouger, ils étaient chez eux. Et du coup, ben, ils ont créé toute une série d'images qui n'ont rien à voir avec les images qu'on voit au 1930, qu'on voit dans les journaux, qui ne sont pas des images sensationnalistes qui fonctionnent sur une logique du action-réaction, mais qui sont plutôt des images très ouvertes à interprétation, des images incomplètes que le visiteur est amené à compléter avec son propre vécu. Et donc, en voyant cette multiplicité de points de vue sur un même phénomène, je pensais peut-être que le visiteur serait accompagné dans une façon de mieux comprendre ce que lui ou elle-même a vécu pendant cette crise. Donc, on a conçu ce projet en 3 grands volets. Tout d'abord, évidemment, un volet en ligne, numérique, puisque nous étions encore fermés. Et là, l'idée, c'était que chaque semaine, à partir de la mi-mai, nous avons commencé à diffuser des images que nous recevions en live de Magnum du monde entier, des images que nous allions sélectionner en fonction d'un thème. Alors, il y a eu différents thèmes, des thèmes spécifiques à la pandémie. Le premier, c'était défier, que la pandémie nous défie dans tout, dans notre vivre ensemble, dans nos activités économiques, dans tout. Il y avait des thèmes comme exprimer, qu'on est tous enfermés chez nous, mais qu'on veut quand même s'exprimer, on veut quand même, d'une manière ou d'une autre, applaudir au balcon, faire la fête, vivre ensemble, des thèmes comme prévenir, etc. Et chaque semaine, un nouveau lot d'images qui était diffusé, avec à la clé soit un billet de blog sur notre site, où nous écrivions ou partagions nos réflexions avec nos visiteurs, que ce soit moi ou d'autres collaborateurs du musée, soit des discussions avec différents experts. Ma collègue Alessia Barbosa et moi-même modérions des discussions avec Pauline, que vous voyez là, par exemple. C'était une des premières à participer. Et Philippe Stoll, qui est responsable de recherche en communication au CICR. Il y a eu d'autres personnes. Il y a eu Yves D'accord, par exemple, qui discutait avec Rebecca Amselem, activiste féministe française. Il y a eu le directeur de la communication de la Fédération internationale de la Croix-Rouge, en conversation avec Nathalie Erstorfer, directrice de musée suisse et experte de photographie. Et tout ça sur Zoom, en ligne, un autre outil qu'on a dû explorer avec nos visiteurs pour vraiment essayer de réfléchir ensemble à ce qui était en train de nous arriver.
En plus de ça, on a mis en place un portail en ligne et vous voyez là d'autres photographies, et pas des moindres, mais des photographies qui nous ont été envoyées par notre communauté digitale, parce que je me suis aussi dit que ça serait fascinant et très intéressant de constituer en direct une mémoire collective de ce que nous sommes en train de vivre. Et donc d'inviter les gens qui nous suivent à partager avec nous leur vécu de la pandémie, en partageant des photos, des vidéos, des textes que nous collections en ligne sur un portail et qui, agrégés, constituent tout ensemble une mémoire de ce moment qui va directement dans nos collections. Donc voilà, cette double activité en ligne qui était très riche et très intense, où on a fait plein d'erreurs de débutants, en utilisant Zoom n'importe comment, en se prenant les pieds dans le plat, mais c'est pas grave. Moi, j'étais fier de partager ça avec nos visiteurs parce que de toute façon, nous sommes tous en train d'apprendre des nouvelles manières d'être et de penser. Et le troisième volet du projet, il arrivera un peu plus tard. Il arrivera à l'issue d'une exposition qui a ouverte le 9 juin. Je vais d'abord vous parler de l'exposition. Deuxième date dont je me souviendrai toute ma vie, le 9 juin, qui n'est pas le 11 mai, par ailleurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez que le Conseil fédéral avait d'abord prévu l'ouverture des musées au 11 mai, non, d'abord au 9 juin, et puis a rétropédalé en disant en fait le 11 mai c'est bon. Et pour nous, c'était pas très bon, en fait, parce que le 11 mai, ça voulait dire pour nous 5 jours ouvrables pour tout mettre en place en tant que musée privé, donc sans pouvoir nous appuyer sur des services étatiques ou de la ville. Ça voulait aussi dire être dépendant de prestataires externes qui étaient déjà surbookés et qui n'arriveraient pas à nous donner leur matériel à temps. Et c'était surtout nous exposer à une fragilité accrue, puisque 80% du personnel était à ce moment-là au chômage partiel, en RHT, et ramener dans la masse salariale des employés sans avoir la garantie de générer des produits d'exploitation assez importants pour contrebalancer, nous exposait à quelque chose de beaucoup trop fragile. Donc on a décidé de quand même ouvrir le 9 juin et d'ouvrir du coup l'exposition, dont je vous donne quelques images de la mise en place ici. Et là, littéralement, les images dont je vous parlais en ligne ont commencé à envahir notre espace, parce que notre exposition permanente, en l'occurrence, est désactivée à près de 30%. Donc il y a beaucoup d'éléments qu'on pouvait faire. Vous vous souvenez, dans la vidéo, on peut toucher des écrans, on peut faire plein de trucs interactifs. Ben ça, on ne peut plus les faire avec les normes d'hygiène. Et je ne voulais pas rouvrir le musée en me disant, bon, ben, too bad, quoi, on ne peut plus faire ça. Non, ça, on va le mettre au centre, on va mettre au centre de la conversation le fait qu'on a dû changer l'exposition, et en plus, on va explorer des nouvelles surfaces sur lesquelles on va pouvoir mettre des images. Donc toutes les images que vous voyez là, elles prennent en main des surfaces qui n'ont jamais été conçues pour soutenir du discours. Et donc le visiteur qui intègre le musée, il découvre des images, certaines qu'il connaît déjà de notre activité en ligne, d'autres qui sont inédites, et ceci toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines, parce qu'évidemment, vous viendrez tous à Genève. Toutes les 2 semaines, on a un nouvel arrivage d'images qui prend possession de l'espace. Et vous voyez que j'ai fait appel à mes souvenirs d'enfants et à mes souvenirs d'albums Panini, où toutes les 2 semaines, vous avez un grand totem sur lesquels les nouvelles images arrivées viennent remplir des cases, qui signifient que d'autres images, quand elles sont vides, vont venir pour les remplir. Donc ça, c'est l'exposition en cours actuellement. Et le troisième volet que je mentionnais tout à l'heure, c'est celle d'un film qu'on est en train de coproduire avec Magnum, un film qui va agréger l'ensemble des photographies en ligne de l'exposition, des photographies reçues sur le portail, des photographies amateurs, et que ce film, une projection photographique de 7 à 8 minutes, va non seulement être présentée au musée en septembre de manière exclusive, mais elle va aussi directement intégrer nos collections, au même titre qu'un portfolio d'images de Magnum. Donc vous voyez, différents temps, parler de l'actualité, mais jamais oublier qu'on est aussi une institution patrimoniale et que notre job, c'est de faire sens de ce présent pour les différentes générations à venir. Donc il n'y a pas eu que l'impact médiatique, il y a aussi eu cet impact de chercher à dire aux gens, vous êtes légitimes à réfléchir avec nous à ce qui est en train de nous arriver, et oui, le musée vous appartient, et oui, le musée est un outil à votre service. Donc comment est-ce qu'on peut créer cette conversation ensemble et chercher à faire sens de tout ça. Donc, juste avant de conclure, vous donner un peu quelques grandes idées de ce que j'ai appris moi dans cette période, parce que je pense que nous tous ici, on a beaucoup appris pendant cette période de semi-confinement en Suisse. Tout d'abord, comme le disait Churchill, never waste a good crisis. Il aurait été dommage, disons, de ne pas
essayer voilà, de surmonter cette vague et d'en faire sens plutôt que de se laisser écraser par elle. Et je me suis dit que c'était l'opportunité pour nous d'affirmer cette nouvelle vision, de dire que oui, en effet, un musée est beaucoup plus qu'un lieu sur une colline, mais c'est un forum citoyen, et que le contenu n'est pas confiné dans 4 murs d'exposition, mais qui peut rayonner bien au-delà. La deuxième grande idée que je retiens, c'est celle d'expérimenter et de ne pas avoir peur de le faire. Bien sûr, on ne savait pas, on ne connaissait pas, on était très incertain, on était balbutiant dans nos pas sur cette présence en ligne, mais peu importe au fait, parce que au centre du discours, il y avait cette idée d'essayer avec notre public. Moi, j'adore cuisiner, j'adore manger, j'adore aller au restaurant, mais j'aime encore plus manger dans la cuisine avec le chef. Et c'était vraiment ça l'idée, c'était venez dans notre cuisine en fait, et construisons ça ensemble. Troisième grande idée, c'est que le contenu est toujours porteur. Et ça, c'est clair. Je veux dire, évidemment, notre infrastructure digitale, elle date de 1715. Elle n'est pas du tout aussi performante qu'on aurait souhaité qu'elle soit. On a dû faire avec. Mais c'est pas grave, parce qu'on avait une histoire à raconter. Et si vous avez une bonne histoire à raconter, que vous ayez un iPhone pourri ou une équipe hollywoodienne, peu importe au fait, votre histoire elle est bonne. Mais si votre histoire elle n'est pas très bonne, eh bien vous ne ferez pas grand-chose avec votre iPhone pourri. Donc investir dans du contenu et créer du nouveau contenu, c'était essentiel. Et maintenant je peux partager avec vous une de mes grandes questions, c'est de me dire, est-ce qu'on va jusqu'au bout de l'exercice? Est-ce qu'on se dit que certes, le musée peut sortir de ses murs, je le faisais avant d'arriver au musée de la Croix-Rouge, je le fais à fond maintenant que je suis là-bas, mais est-ce qu'on peut aussi associer à ça une réflexion sur de nouveaux modèles économiques qui permettraient de ne plus associer la production de produits à la vente de billetterie ou la location d'espace ou le sponsoring uniquement, mais de se dire comment est-ce qu'on pourrait déployer aussi des modèles économiques à travers cette production numérique en ligne et ce rayonnement. On pourra en discuter si vous le souhaitez. Et enfin, qu'il ne faut pas laisser tomber l'avenir. Ça, c'était une autre grande chose qui me paraissait évidente. C'est que c'est important d'investir dans l'avenir alors même qu'on est en pleine période de crise. Et cet avenir, chez nous, à partir du 16 septembre, il prendra cet aspect-là. On va ouvrir une grande exposition qu'on aurait pu 1000 fois décider d'annuler. Mais on a décidé de ne pas le faire contre vents et marées. Et c'est une exposition qui s'appelle Imagine, réflexion sur la paix, très pertinent maintenant aussi dans cette période d'incertitude, et une exposition qui nous invitera à réfléchir à quoi ça ressemble la paix au-delà des images qu'on s'en fait. Je reviens toujours à ce discours médiatique où, si vous prenez l'exemple de la Colombie, vous pouvez vous dire, voilà, en effet, ils ont signé un traité de paix, on a vu au 1930 des hommes en chemise blanche en train de signer un papier et de se serrer la main. Et c'est super, donc tout va bien en Colombie, et ensuite on passe à autre chose, il y a une autre crise, il y a une autre activité, il y a d'autres 1930, il y a plein d'autres choses qui se passent, et on peut facilement oublier la Colombie et se dire que tout va bien alors que le quotidien est complexe. Et à travers cette exposition, on s'interrogera sur cette complexité à travers des photographes de l'agence Seven, dont Gilles Pérez, Don McCullin, enfin des grands noms, qui sont retournés dans des pays dont ils avaient couvert les conflits et qui ont depuis signé des traités de paix. À quoi ça ressemble la paix au quotidien au Rwanda? Donc ça sera la grande question. On va aussi ensuite proposer une nouvelle exposition à partir du mois de mars en collaboration avec la HEAD à Genève et donner la voix aux jeunes artistes et aux jeunes talents formés en Suisse pour essayer de voir comment eux, ils prennent à bras-le-corps ces questions humanitaires, quel contenu eux, ils font à travers leurs œuvres d'art et comment des œuvres d'art peuvent nous amener à réfléchir à cette actualité. On va aussi faire 1000 et une choses autour de la photographie, de nos collections photographiques qui n'ont jamais été explorées et qui recèlent des choses extraordinaires, où ensemble on va essayer de réfléchir à une grammaire de l'action humanitaire à travers le temps, une grammaire visuelle. Et j'en passe des dizaines de projets qu'on a dans le pipeline, comme on dit en bon français. Mais une autre chose qui était claire pour moi, le 9 juin, lorsqu'on a rouvert, c'était que, je l'ai souvent dit pendant cette prise de parole, c'est qu'on n'allait pas faire comme si rien n'avait changé. Et ici, vous voyez une des œuvres les plus iconiques du Musée international de la Croix-Rouge, pour laquelle j'ai énormément de respect, une œuvre qui s'appelle Les Pétrifiés de Karl Bucher, qui a été installé au musée à son inauguration
et qui représente 9 personnes dont les yeux sont bandés, qui sont comme ça ligotés, qui n'ont plus la liberté qu'ils avaient et dont la Croix-Rouge porte la voix et dont la Croix-Rouge est garant de la protection. Ce sont des œuvres, comme vous voyez, qui ont été là depuis longtemps, qui ont été restaurées à différentes reprises, mais qui commençaient à changer de couleur sous des amas de vie organique de toutes sortes, des œuvres qui avaient vraiment besoin de restauration. J'y pensais depuis un moment, je savais qu'il fallait le faire, mais je ne savais pas à quel moment le faire, parce que c'est une œuvre tellement iconique. Et puis en même temps, là, ça m'a paru évident que cette œuvre, elle a été installée en 89 dans un monde où ça n'existait pas, où on n'avait pas l'actualité et l'horreur du monde au bout des doigts toutes les 30 secondes, et qu'en effet, un musée dans lequel on arrive et paf, on a cette image très forte qui nous rappelle qu'ailleurs, il y a des gens qui n'ont pas le privilège qu'on a ici, eh bien c'était très pertinent pendant longtemps. Mais est-ce qu'après avoir été en confinement à Genève, après avoir vu tellement de choses terribles autour de nous, après avoir applaudi tous les soirs à 21h ce principe fondateur d'humanité, et après avoir compris que l'autre c'est nous, parce que tout d'un coup il n'y avait plus cette distance, eh bien est-ce que cette œuvre-là était encore la meilleure manière d'accueillir le spectateur et de l'engager dans notre réflexion? Du coup, après 9 mois de négociations et de virevoltage, et puis de ramener d'un autre projet en parallèle, bref, on a installé cette œuvre-là, qui est un olivier, qui depuis le 9 juin jusqu'à fin janvier de l'année prochaine n'est pas qu'un olivier, c'est une œuvre de Yoko Ono, qui s'appelle un wish tree. Et toute l'idée, c'est que les visiteurs sont invités à pénétrer le musée. On leur donne à la fin de leur visite une petite étiquette sur laquelle ils peuvent écrire un vœu pour l'avenir, un vœu pour la paix, un vœu pour quelque chose dans ce futur qu'on est tous en train de construire ensemble et d'inventer. Et qu'ensuite, ils sont invités à l'accrocher à l'arbre qui, au fur et à mesure de sa vie dans notre atrium, va fleurir de tous ces vœux que nous devons ensuite par contrat, et c'est un contrat d'à peu près 45 pages, que nous devons ensuite envoyer à Yoko Ono, à New York, qui ensuite va les amener dans une petite île au nord-est de Reykjavik, et qu'elle va enterrer l'ensemble de ses vœux sous une dalle de marbre qui est un monument à la paix, sous lequel il y a des millions d'étiquettes, puisque c'est un concept d'œuvre qui voyage dans le monde depuis 1996, et que 4 fois par année, ce monument à la paix s'illumine, et qu'un immense rayon de lumière traverse le ciel, nourri par l'ensemble des vœux qui sont agrégés autour de ces arbres dans le monde. Donc une manière très forte de dire oui, vous êtes légitime, oui, votre point de vue compte, et oui, ce musée vous appartient. Merci beaucoup.